mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, lancement du projet PEM à Abidjan. Et puis nous parlerons de santé capillaire. Le centre Florence inaugure son institut dans la commune de Koumassi. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Intéressons-nous à la lutte contre la corruption pour débuter cette édition. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance HABG intensifie son combat contre la corruption avec des journées portes ouvertes les 7 et 8 décembre. Cette initiative permet de renforcer la transparence, encourager l'interaction avec des experts et souligner l'importance de la collaboration citoyenne dans la promotion d'une gouvernance intègre. Le siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance HABG, théâtre des journées portes ouvertes dédiées aux institutions et organes de lutte contre la corruption. L'initiative voulue par la HABG est d'offrir une opportunité unique au public de découvrir de près le fonctionnement des structures engagées dans la prévention et la répression de la corruption. Cet événement revêt une importance particulière car il rassemble diverses structures qui œuvrent pour la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. Aussi, voudrais-je particulièrement adresser mes sincères remerciements et exprimer ma gratitude aux différents responsables des structures de promotion de la bonne gouvernance invités ce jour. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance se prépare activement pour la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption qui aura lieu le 9 décembre 2023. Dans le cadre de cet événement, la HABG a élaboré une série d'activités visant à sensibiliser et mobiliser le public contre ce fléau mondial. Ces journées portes ouvertes représentent une occasion exceptionnelle de renforcer la transparence et la confiance envers les institutions de lutte contre la corruption. Les visiteurs auront donc l'opportunité d'interagir avec des experts, comprendre les mécanismes de contrôle et d'appréhender l'importance cruciale de la collaboration citoyenne dans la promotion d'une gouvernance intègre. Et la lutte contre la corruption des marchés publics, elle est effective à travers plusieurs organes que nous avons, mais également aussi au niveau de nos missions. L'une des missions essentielles, c'est la gestion du contentieux des marchés publics. Et à l'intérieur de cette mission, nous faisons ce qu'on appelle les dénonciations anonymes. La contribution de l'inspection générale d'État, c'est d'abord de présenter l'inspection générale d'État par rapport donc aux visiteurs potentiels de ces journées-là, pour savoir qu'ils ont à leur service une institution à même donc de recueillir leurs suggestions, leurs préoccupations. En encourageant la participation active du public, la HABG démontre son engagement à éradiquer la corruption sous toutes ses formes. Parlons de mobilité dans ce journal. PEM Nzassa, c'est le nom d'un projet de mobilité entrepreneuriale entre les entrepreneurs ivoiriens et belges d'un coût global de 4,8 millions d'euros et financé par l'Union européenne. PEM Nzassa est une idée de l'agence belge de développement Enabel. Objectif, améliorer la valeur ajoutée créée par les petites et moyennes entreprises ivoiriennes à travers un parcours de mobilité circulaire internationale visant les partenaires économiques. Issa Badini et Doumbia Ayouba. Nzassa, mélange ou fusion en langue locale ivoirienne. PEM pour projet de mobilité entrepreneuriale. À cette rencontre de type masterclass, il est question de présenter le projet et ses contours aux chefs d'entreprise présents. Le projet que nous menons en œuvre vise à mélanger le savoir-faire belge et le savoir-faire ivoirien en soutenant les entreprises, les entrepreneurs ivoiriens, en les mettant aussi également en contact, aussi bien les entrepreneurs ivoiriens et les entrepreneurs belges. Donc c'est tout un brassage, c'est tout un mélange de connaissances, de capacités, de pratiques. Au total, 300 entreprises évoluant dans l'agroalimentaire, l'économie verte, le numérique ou encore l'industrie culturelle créative pourront être touchées par le projet. Les 120 plus méritants pourront bénéficier d'une prise en charge complète. C'est une initiative assez noble parce que cela nous permet de comprendre des possibilités et des
ouvertures que nous pouvons avoir, parce que là, par exemple, on nous parle de la mobilité des acteurs, où on aura la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, partir en Belgique pour rencontrer d'autres acteurs de notre domaine, de notre secteur d'activité. Il y a des enjeux de formation. Donc la possibilité qu'on a tous aujourd'hui, c'est de voir jusqu'où le projet est écrit, le programme, pour voir si on peut challenger certains critères de sélection, renforcer l'accompagnement proposé par Enabel en mettant l'accent sur la formation des équipes. La principale condition pour y participer, être une entreprise formellement constituée, d'un coût global de 4,8 millions d'euros, soit un peu plus de 3 milliards 148 800 000 francs CFA, le projet PEM Nzassa a une durée de 3 ans. C'était un reportage signé Djekou De Silva et Augustin Kra, parlant de formation professionnelle. Le projet appuie à la formation et l'insertion professionnelle des jeunes en abrégé. AFIP Jeunes a pour objectif de former et d'assurer l'intégration professionnelle de 100 jeunes dans les domaines de l'hygiène, de la propriété et de l'environnement. Ce projet, initié par l'association Carrefour Jeunes, a été lancé récemment à Abidjan devant les autorités, bailleurs et partenaires. Le récit de Philippe Zabo. Ce sont une centaine de jeunes sans emploi qui ont confié leur destin à Carrefour Jeunes pour l'exécution du projet AFIP Jeunes. Ils bénéficient ainsi d'une formation dans le domaine de l'hygiène, de la propreté et de l'environnement, avec à la clé une insertion garantie. Le chef du projet est heureux de sa mise en forme. Une cérémonie qui a été attendue depuis longtemps et aujourd'hui on a pu constater que beaucoup de nos partenaires, beaucoup de nos bénéficiaires étaient présents. Donc c'est déjà un sentiment de joie qui nous anime. Je vois que ce projet, finalement, est en train de prendre forme, un projet de formation également couplé avec une insertion. AFIP Jeunes vise à fournir aux jeunes des compétences spécialisées et des opportunités, contribuant ainsi à leur employabilité. Toutes choses qui réjouissent les partenaires du projet. C'est un projet que nous avons porté ensemble avec Carrefour Jeunes. C'est parti du constat selon lequel on avait des jeunes qui étaient disponibles, qui n'étaient pas forcément employés, mais qui avaient besoin de travailler et surtout d'être encadrés. On s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement. Au lieu de se plaindre de l'inadéquation de la formation des jeunes, qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement à notre niveau pour pouvoir aider. C'est en cela qu'on a pensé à approcher Carrefour Jeunes qui avait de l'expérience dans ce domaine. La route a été longue, n'est-ce pas? Et on a commencé déjà depuis janvier à parler du projet. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous sommes en train de former 2 cohortes déjà. Et avec les résultats que M. Koma a présentés, je me dis déjà très satisfait. Le projet AFIP Jeunes est financé par la coopération allemande à travers le GIZ. Quant à l'association Carrefour Jeunes, elle existe depuis 1998. Bientôt, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari de l'organisation, le COCAN mise sur l'implication de toute la population ivoirienne, notamment des fédérations sportives. C'est dans ce cadre que se situe la rencontre entre le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et les fédérations sportives ce jeudi 7 décembre à Marcory, dans les locaux de la Mutuelle nationale des sportifs de Côte d'Ivoire. L'importance de cette rencontre, c'est que nous voulons associer toute la population ivoirienne, d'abord à l'accueil, ensuite à la mobilisation générale pour que tous les stades soient remplis. Pour qu'une équipe ne joue pas le stade vide. Et ici, nous avons en face de nous le mouvement sportif. Et le mouvement sportif qui a l'habitude de la mobilisation des populations dans le cadre de leur activité. C'est pourquoi nous leur avons fait appel pour dire qu'ils ont leur place dans cette CAN. La CAN que nous devons tous réussir ensemble. J'apprécie la démarche que la COCAN vient de faire. J'aurais souhaité que ça se fasse avant. Mais si ça se fait maintenant, il n'est jamais tard pour bien faire. J'apprécie que ce soit d'associer les autres fédérations sportives aux activités de la CAN. Je suis très content parce que dans chaque activité, chaque fédération, il y a des activités à faire. Si nous sommes associés, avant, pendant ou bien après, on pourrait intervenir.
Je demande au président de la fédération d'être à disposition pour accompagner Kokan, pour accompagner la FIF. D'ailleurs, le président de la FIF est vice-président de la CONAFESI. Donc, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on réussisse. C'est déjà la fin de l'année et c'est l'occasion de faire plaisir à vos proches à travers des cadeaux. Et justement, la plateforme numérique Envie de cadeaux se dit prête pour vous épargner les mésaventures. La plateforme numérique Envie de cadeaux permet d'acheter et d'offrir tout type de cadeaux à un proche pour chaque événement en Côte d'Ivoire, le tout sans se déplacer. Konena Norgo. Envie de cadeaux, c'est par cette plateforme que Fatim Ouedraogo a décidé de marquer de son empreinte le domaine du e-commerce. Lancée en ce début de mois de décembre, la plateforme Envie de cadeaux propose en ligne des cadeaux originaux à offrir aux proches à l'occasion des événements festifs. Choix, commande, personnalisation, tout se fait en ligne et la livraison en moins de 24 heures. Oui, nous ne proposons pas des cadeaux que nous n'avons pas. C'est pourquoi, si vous voyez sur le site internet, nous avons préféré prendre des images nous-mêmes. C'est des images réelles. Et quand vous rentrez, vous allez voir un peu des défaillances. Ce sont des images réelles et un peu de défaillances là-dessus. Pour prouver que ce sont nos cadeaux. Voilà. S'il y a rupture de stock, si vous voulez, on peut précommander pour vous. Mais si on n'a pas, on ne vous livrera pas. Ce que vous avez commandé, c'est ce que vous allez recevoir. Ne vous inquiétez pas. Il y a un moyen de retour. Si le cadeau ne vous plaît pas, automatiquement, vous pouvez faire un retour. Oui, le délai de livraison se part de 24 heures à 48 heures en fonction du cadeau. Ça peut aller même à 5 jours, puisqu'il y a des cadeaux personnalisés qui prennent le temps. Voilà, il y a des clients qui veulent offrir tellement un cadeau, waouh, voilà, tu peux prendre au moins 3 jours à 72 heures. On le personnalise pour vous et on vous envoie ou on envoie au destinataire. Parents, enfants et collaborateurs venus soutenir la chef d'entreprise ont eu droit à une démonstration du processus de commande sur la plateforme. Processus qui se décline en quelques étapes. Diplômée en gestion commerciale, marketing et management, Fatim Ouedraogo a décidé de choisir l'entrepreneuriat. Elle a à son actif plusieurs entreprises, dont Envie de cadeaux, la cadette. Pour le moment, la plateforme Envie de cadeaux couvre toute la Côte d'Ivoire, mais l'ambition nourrie par la fondatrice est de couvrir dans les prochaines années la sous-région, puis le continent africain. Abordons la question des violences basées sur le genre. Afin de comprendre les défis auxquels sont confrontées les femmes victimes de violences basées sur le genre, un panel a été organisé par l'ONG Tchele Woye, réunissant les experts, les défenseurs des droits des femmes et des survivantes elles-mêmes. L'objectif de ce panel était d'explorer les différents aspects de la prise en charge holistique de ces femmes en mettant l'accent sur l'importance de la justice, des soins de santé, la réinsertion sociale et l'autonomisation économique. Le point avec Anja Semian et Doumbia Ayuba. Le panel a débuté par une présentation sur l'ampleur des violences basées sur le genre dans le monde. L'ONG Tchele Woye a initié cette rencontre qui porte sur les défis auxquels sont confrontées les femmes victimes de violences basées sur le genre lorsqu'il s'agit de signaler ces actes et de demander justice. La stigmatisation sociale, la peur des représailles et le manque de moyens financiers sont autant de barrières qui empêchent les femmes de chercher de l'aide. C'est un panel pour parler de la prise en charge holistique des femmes victimes de violences basées sur le genre. Et là, parce que, vous savez, généralement, il y a plusieurs organisations qui interviennent sur les questions de violences basées sur le genre. Nous avons demandé aux populations de faire des dénonciations. Mais il se trouve que quand les dénonciations sont faites, la prise en charge n'est pas totale. Alors, les différents intervenants dans la prise en charge, nous voudrions que ces intervenants puissent travailler en synergie. C'est pour cette synergie d'action que nous avons décidé d'organiser cette activité aujourd'hui. Les survivantes doivent être traitées de manière holistique en recevant un soutien psychologique approprié et en étant soutenues. Un soutien qui inclut l'accès à des formations professionnelles, à des programmes d'aide à l'emploi et à des ressources financières pour les aider à devenir indépendantes économiquement. Je tiens à remercier Mme Ouattara Ineka, présidente de l'ONG Tchele Woye, de m'avoir invité à ce panel qui a été très enrichissant
Vraiment, je suis vraiment satisfaite d'avoir participé à ce panel-là. À l'occasion des 16 jours d'activisme, avec pour thème central « Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles », l'ONG Tchelewaye, qui signifie en langue sénoufo « Femmes levons-nous », se rendra à l'intérieur du pays pour sensibiliser davantage le public à cette problématique et de travailler à l'élimination des causes profondes des violences basées sur le genre. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a récemment initié une conférence de presse au sein de son établissement sanitaire pour annoncer la tenue des 2e et 3e éditions des Samedis de la Solidarité. Cette initiative vise à témoigner la reconnaissance du CNTS envers les donneurs de sang en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Brou et Setekissi. Ce sont plus de 1000 poches de sang visées à la 2e édition des Samedis de la Solidarité le 9 décembre 2023 à Bouaké. Cette édition sera suivie d'une 3e le 16 décembre à Abidjan, dans la commune d'Abobo-Baoulé. L'information a été donnée par le directeur général du Centre national de transfusion sanguine lors de la conférence de presse avec les zones de médias. Pour lui, les Samedis de la Solidarité sont conçus comme une journée de partage et de sensibilisation où les donneurs de sang seront mis à l'honneur. Ces événements sont également l'occasion de récompenser les donneurs qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel et de promouvoir le don de sang auprès du grand public. Dès que nous avons été nommés, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que cette activité qui se veut mensuelle puisse se dérouler comme il se doit. Et donc pour ce mois de décembre, nous avons décidé de faire 2 éditions des Samedis de la Solidarité. C'est un concept que nous, personnellement, nous avons mis en place. C'est un concept qui vise à accorder plus de reconnaissance aux donneurs de sang. Notons que les Samedis de la Solidarité est une activité mensuelle. Il se veut un événement qui contribue à la promotion et la sensibilisation du don de sang. À l'occasion de sa visite en Côte d'Ivoire, la directrice de Frontline AIDS, l'Alliance internationale pour soutenir l'action communautaire contre le sida, a visité des centres de santé de Côte d'Ivoire en compagnie de son partenaire Alliance Côte d'Ivoire. L'objectif de ces visites était de découvrir et apprécier les programmes mis en place sur le terrain par Alliance Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter la directrice de Frontline AIDS. Alors l'objectif, c'était vraiment de comprendre quels sont les programmes sur le terrain qui sont basés et gérés par les communautés. Et est-ce que nous, comme ONG internationale qui est chargée de donner les soutiens aux organisations communautaires, comment est-ce que nous puissions assister? Alors franchement, j'ai appris autant et je pense que j'ai compris que c'est les gens comme Madiara qui me soutiennent, pas moi qui le soutient. Parce qu'elle m'a appris autant des choses sur la plaidoyer et sur le type de programmes qui sont efficaces dans les communautés. Mais aussi, j'étais vraiment touchée par tous les services que j'avais vus ici dans le DIC et les types de communautés, la variété des programmes qu'ils mènent. C'est très, très impressionnant. Et je pense que les autres organisations dans les autres pays auront l'opportunité de gagner de force, de comprendre le type de services qu'ils auront ici. La commune de Koumassi a désormais son centre Florence Santé du Cheveu. L'institut spécialisé dans les soins capillaires est ouvert dans la commune et l'inauguration du local, doublée d'une cérémonie de promotion, a drainé du monde. La directrice du centre a profité pour partager son ambition, celle d'offrir un savoir-faire local qui concourt au bien-être des populations. Walter Kofi et Richard Akeke. Comprendre l'état de sa chevelure et du cuir-chevelure afin de mettre en place une routine de soins, un service peu rencontré dans les instituts, mais disponible ici, au centre Florence Santé du Cheveu. Ouvert dans la commune de Koumassi, l'établissement se positionne avec une offre qui va au-delà de l'esthétique. Ici, on parle de diagnostic capillaire et de trichologie. Des procédés pratiqués dans un cadre moderne et adéquat et par une jeune équipe formée à offrir un service sur mesure pour une clientèle homme
et femmes. Quand je suis arrivée ici, au début, j'étais juste une simple coiffeuse. Mais grâce à ce centre aujourd'hui, je suis devenue une spécialiste en santé capillaire. Franchement, je suis fière d'être au centre Florence Santé de Cheveux. À l'initiative de cette œuvre, Florence Nonga, tricologue, socio-esthéticienne en cancérologie, qui après un parcours dans le domaine du cosmétique et en pharmacie, a développé une passion pour la restauration du cheveu. Une passion qui l'a poussée à créer sa marque de cosmétiques dénommée Namani et son institut considéré comme un hôpital du cheveu. Ce qu'on rencontre le plus courant, c'est ce qu'on appelle les alopécies de traction. C'est-à-dire que toute la devanture finit par s'arracher parce qu'on a fait trop de tresses ou parce qu'on a porté une perruque pendant longtemps. On a aussi ce qu'on appelle l'alopécie androgénique, qui est une alopécie qui se manifeste par la perte des cheveux au milieu de la tête. Donc ces deux pathologies-là sont vraiment très courantes. Ce que nous proposons comme solution, on commence d'abord par un diagnostic. C'est-à-dire c'est comme une échographie de la tête qui va permettre de regarder en profondeur, de voir ce qu'il y a comme anomalie. Et maintenant, nous, on propose un traitement. L'Institut de Koumassi est le 5e centre Florence Santé du cheveu, couvrant la ville d'Abidjan. L'Institut excelle dans le diagnostic capillaire et est doté de protocoles personnalisés. L'ouvrage Les 7 élèves exemplaires du parolier Meïté Mamadou a été présenté aux amoureux de lecture. Un roman dans lequel a été sélectionné le texte imposé pour la compétition du concours d'art oratoire 2024 initié par le ministère de l'Éducation nationale. C'était au lycée international Descartes d'Abidjan en présence de Sandrine Kwame et Augustin Kra. Le savoir se cache dans le livre. C'est avec cette citation que le roman « 7 élèves exemplaires » a été lancé au lycée international Descartes d'Abidjan. Le romancier a profité de l'occasion pour enseigner aux élèves l'avantage du concours de l'art oratoire et les instructions pour maîtriser cet art. J'ai une mission pour éduquer, orienter, enseigner, prédisposer les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les autorités, pour ne citer que ceux-là. 7 élèves exemplaires est un livre, un roman qui accroche de la première page à la dernière page. Ça veut dire que ce livre est un condensé de l'éloquence, un condensé du savoir-rendre, un condensé du savoir-être. Les élèves du lycée ont été enthousiastes d'accueillir le roman « 7 élèves exemplaires » dans lequel le test imposé pour le concours de l'art oratoire a été choisi sous la supervision de la direction de la vie scolaire. Pour moi, l'art oratoire est la meilleure des choses qui m'est parvenue. J'adore, c'est ma passion, c'est ma moitié et j'en cite tous mes camarades, tous mes petits camarades, que ce soit en classe de 6e comme en classe de terminale, les classes d'examen ou autres, à beaucoup s'intéresser à la littérature parce que c'est le meilleur moyen pour nous élèves de savoir s'exprimer, de pouvoir exécuter des trucs qu'on ne peut pas faire auparavant. J'insiste pour que tous puissent entendre la lecture est essentiel dans la formation des hommes de ce pays. Rappelons que Meïté Mamadou a été lauréat national de l'art oratoire en 2010. Le concours de l'art oratoire a été institué par le ministre de l'Éducation nationale pour amener les élèves à être éloquents et aussi éviter l'oisiveté, une cause du phénomène des congés anticipés. Ils sont en guerre contre les inégalités sociales. Les membres du CAM-JBCI, entendez, collectif des mouvements et associations de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, et le projet MIDEC, Migration pour le développement et l'égalité. Leur cheval de bataille, les faits d'état civil principalement, mais en plus la scolarisation de la jeune fille, la cible, la communauté burkinabé. Après Yamoussoukro et Méagui, les deux organisations étaient le week-end dernier à Aboasso, capitale de la région du sud de Komoé. Issa Badini pour le compte rendu. Réduire les inégalités sociales, cela commence par donner la chance à tous dès les premières heures de la vie. Et que de mieux qu'un extrait d'acte de naissance afin d'exister juridiquement. Voilà le message qui est véhiculé dans cette salle. Nous sommes à Aboasso, capitale du sud Komoé,
Dans le cadre du projet de réduction des inégalités dues à la migration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, à la manette, les CAMJBCI entendaient collectif des mouvements et associations de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire et le MIDEC, Migration pour le développement et l'égalité. Les résultats ont montré que la question de la citoyenneté, la question de la patridie, la question de la déclaration des naissances est cruciale. Est cruciale dans le sens où on ne peut pas réduire les inégalités de quelqu'un qui n'existe pas juridiquement. On ne peut pas réduire les injustices sociales entre deux peuples quand l'une des parties n'existe pas. Et donc, pour pouvoir exister juridiquement, pour pouvoir exister et pour pouvoir être pris en compte dans le programme de développement d'un pays, il faut d'abord avoir une personnalité juridique. Et donc, cette personnalité juridique-là, nous l'avons généralement par la déclaration de naissance, par l'acte d'état civil. L'étape d'Abosso est bouclée. Nous espérons encore aller encore dans d'autres localités, afin quand même de propager ce message-là, parce que c'est un message que nos parents doivent s'approprier. C'est un message que nos parents doivent vraiment prendre au sérieux. Pour ce faire, les CAMJBCI et son partenaire de MIDEC ont eu recours à l'Office national d'identification. Une communication sur les faits d'état civil dite par Salimata Doumbia, administrateur d'état civil. Un enfant qui n'est pas déclaré, il n'existe pas. Il n'existe que physiquement, mais juridiquement, il n'existe pas. Il ne peut bénéficier d'aucun droit. Malgré toutes les dispositions que le gouvernement prend, à l'effet de permettre de déclarer tous les enfants qui naissent dans notre pays, il y a toujours des difficultés. De la sensibilisation, mais aussi de remise des kits scolaires. Plus de 200 sont distribués à cette occasion par les deux organisations. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le Programme national de santé scolaire et universitaire, en collaboration avec l'AIBF, a organisé la Semaine santé adolescents et jeunes. Objectif, renforcer la connaissance des élèves en matière de services planning familial en santé reproductive et les IST en milieu scolaire et à accroître leur accès à l'utilisation de ces services. Chaque année, l'on enregistre un taux élevé de grossesses en milieu scolaire, chose qui n'est pas sans conséquence. Des grossesses précoces ou non désirées et des IST. Cela est dû à l'ignorance et la méconnaissance des méthodes contraceptives par les élèves. Pour donc bannir ces fléaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Programme national de santé scolaire et universitaire, en collaboration avec l'AIBF, ont organisé une semaine santé adolescents et jeunes en vue de renforcer leurs connaissances en santé reproductive, planning familial, VIH, SIDA et l'utilisation de ces services. Ainsi, les lycées et collèges de Sirasso, Niofouin, Nafou et Kanaoroba, dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Poro, ont été sensibilisés. À partir de cette campagne de sensibilisation, j'ai appris qu'avant d'entretenir des rapports sexuels avec un garçon, il faut se protéger. Et il faut éviter d'avoir de mauvaises compagnies pour ne pas recevoir de mauvais conseils. Voilà, c'est un fléau qui ne dit pas son nom, qui est bien remarqué aujourd'hui dans la société. Il faut vraiment le combattre. Et avec cette activité de l'AIBF, nous allons constater vraiment beaucoup de changements. Nous l'espérons bien, beaucoup de changements dans le milieu scolaire. Et il y va vraiment de la réussite de la jeune fille. Nous espérons que cette année également, avec les passages, l'année prochaine, on n'aura pas du tout de grossesse. Nous avons sensibilisé les élèves, surtout les filles, de la 6e à la terminale. Donc, après la conférence que j'ai eue avec eux, les filles sont allées pour leur consultation. Elles ont fait le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage des seins, et pour celles qui le désiraient, se mettre sous contraception. Ces rencontres ont été sanctionnées par des offres de services. La direction régionale de l'Office ivoirien des parcs et réserves du Tonkui a organisé un atelier bilan sur la gestion du parc national du Mont-Sangbé le week-end dernier à Biankouma en présence des autorités préfectorales du département ainsi que les représentants des présidents du conseil régional du Bafing, du Tonkui et du Kabadougou.
Ce fut une occasion pour Colonel Zano Moïse, directeur zone ouest des parcs et réserves, et ses éléments de plancher sur le bilan des activités de surveillance, les résultats de suivi écologique, les mesures riveraines, mais surtout les perspectives pour l'année 2024. Théodore Kanga. Les responsables en charge de la protection du parc national du Mont Sangbé étaient en atelier bilan le week-end dernier à Biakouma. Il ressort que l'activité de surveillance et de gestion du parc est largement satisfaisante au regard des objectifs fixés, car les données de suivi écologique communiquées montrent clairement que les animaux ont recolonisé le parc. Nous sommes à une performance de près de 94%. Oui, les données de suivi écologique le montrent. Le taux de rencontre des buffles a augmenté et on les rencontre également. Beaucoup d'espèces d'oiseaux, il y a eu des études sur les oiseaux, surtout les oiseaux d'eau. Beaucoup d'espèces d'oiseaux qui recolonisent le parc national du Mont Sangbé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas traverser la piste centrale du Mont Sangbé sans croiser ces espèces-là. Malgré les pistes impraticables, chaotiques d'accès au parc, la surveillance du parc national du Mont Sangbé a atteint un niveau satisfaisant au point où les autorités en charge et le conseil régional du Tonkouy envisagent de développer désormais l'écotourisme. Nous, au niveau du conseil régional, tout à l'heure, on a relancé la convention qui va lier le conseil régional et l'EIPR. Alors nous allons travailler sérieusement pour accompagner tous les partenaires, puisque ça doit attirer beaucoup de touristes. Si éventuellement il doit y avoir des petites réalisations hôtelières pour attirer les touristes, nous allons le faire. Pour la mise en œuvre de ce projet, la construction d'infrastructures à l'intérieur du parc et la réhabilitation des pistes d'accès s'imposent. En image à présent, en Tanzanie, l'unité de fabrication de sucre de Mkulazi, basée dans le district de Kilosa, devrait entrer dans sa phase de production d'ici fin décembre 2023. C'est ce qu'a révélé le quotidien local The Citizen. L'usine, dont la réalisation est principalement financée par la Caisse nationale de sécurité sociale, disposera d'une capacité d'installation annuelle de 50 000 tonnes de sucre brut et raffiné à ses débuts. Ce potentiel devrait être porté à terme à 75 000 tonnes. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa et la télé utile.